Aujourd'hui, on a 4 algorithmes en production, c'est-à-dire qu'on a développé 4 applications business, produits qui se basent sur du machine learning. Dans l'équipe, tu vas retrouver 3 data scientists qui vont travailler sur la modélisation. Et ensuite, on a 3 machine learning engineers qui sont des profils qui mettent ces algos en production. Et enfin, tu vas avoir 2 back-end engineers. On est à l'époque où tu as toutes les generative AI qui viennent d'exploser depuis maintenant un an. Notre vision un peu IA, ça va être de scaler la data science chez Back Market. On a 2 axes. Alors, aujourd'hui, je reçois Anne-Sophie qui est Lead Product Manager chez Back Market et qui s'occupe notamment du scope Data Science. Pour rappel, Back Market, c'est une licorne française et c'est une marketplace qui connecte donc les marchands et des clients et sur laquelle on retrouve des produits reconditionnés tels que des iPhones, des ordinateurs notamment. Et donc on a déjà fait un épisode d'ailleurs avec Pierre qui est Head of Data chez Back Market, c'est l'épisode 63 pour ceux qui veulent aussi creuser encore plus la data chez Back Market. Aujourd'hui, Anne-Sophie va nous parler de la stratégie Data Science qu'ils ont mis en place au sein de la licorne. Hello Anne-So, ça va ? Oui, merci beaucoup de m'avoir invitée. Très contente d'être là. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Comment tu t'es retrouvé Lead Product Manager et à gérer un périmètre produit Data Science chez Back Market ? Alors, j'ai démarré ma carrière chez Artefact, que tu connais bien, et du coup, donc, je travaillais en conseil en data science. Et du coup, à ce moment-là, donc, j'ai démarré en travaillant sur des clients grands groupes, type Accor Hotel, Orange, Samsung, où du coup, j'étais là pour aider des grands groupes à développer des applications business basées sur de la data science. Donc, ça pouvait être du scoring d'appétence produit, de la segmentation, plein de use cases plutôt orientés marketing. Suite à ça, j'ai décidé de rejoindre Captain, qui est devenu Freenow et qui a été chauffeur privé pendant un moment, pour plusieurs raisons. Premier point, je voulais rejoindre un peu l'univers startup où tu as des décisions qui sont prises plus vite et également tu travailles sur des architectures un peu plus modernes en termes de data. Le deuxième point, c'était que c'était assez challengeant parce qu'ils n'avaient pas de product manager en data science. Donc, c'était une équipe qui était très orientée data science, un peu R&D. Donc, il y avait un vrai objectif de venir avoir de l'impact et développer des modèles qui allaient servir pour le business. En plus de ça, on était dans une situation où tu avais Uber qui était le premier sur ce marché-là et Captain qui était le second. Donc, il y avait plein d'opportunités de faire plein de choses. Donc, c'était assez cool. Et le dernier point, c'est que les use cases data science, c'était hyper intéressant. Et en fait, quand tu travailles dans le VTC, tu vas avoir plein de moments où tu vas devoir prédire combien de temps va mettre un chauffeur pour aller d'un point A à un point B. Type, toi, tu commandes ta course, il va falloir comprendre, il va falloir qu'on t'envoie l'information de dans combien de temps ton chauffeur va arriver. Ensuite, tu vas être en course, là, c'est dans combien de temps tu vas arriver à ton point d'arrivée final, etc. Et on avait également de la fraude, du paiement. Donc, ça me permettait de m'ouvrir un petit peu, de sortir un peu juste du marketing et de rentrer dans la data science, mais en touchant à plein de choses différentes. Okay. Et enfin, après ça, écoute, j'ai rejoint Back Market, d'abord en product management sur la partie data science, donc avec l'équipe data science dont je vais te parler ensuite. Et ensuite, mon rôle a un petit peu évolué. Et donc, j'ai repris le périmètre qui comporte 2 autres équipes et qui est tout le périmètre qui travaille sur l'expérience des marchands. Donc, en gros, Back Market, comme tu le disais, c'est une marketplace où tu as des marchands et des clients. Et du coup, maintenant, je gère la partie, ce qu'on appelle une tribe en produit marchand qui va s'occuper de l'onboarding des marchands, de l'expérience des marchands, de l'import de leur catalogue et également une équipe sur laquelle je suis toujours qui est l'équipe Data Science. Est-ce que tu peux nous dire quel est le rôle justement d'une product manager data science, en tout cas dans le contexte de Back Market, vu que je ne sais pas exactement la même chose partout. Donc ton objectif, ça va être avec ton équipe de data scientist, ML engineer, avec tous les profils que tu as dans ton équipe, de venir développer des fonctionnalités produits qui sont basées sur des algorithmes complexes ou du machine learning. Donc concrètement, en tant que product manager, ton rôle, c'est déjà d'aller voir toutes les équipes différentes. Donc tu vas voir le marketing, tu vas voir la supply, la logistique, le paiement, la fraude. Donc tout le monde dans l'entreprise, comprendre leurs problématiques et identifier les problématiques qu'ils ont qui pourraient être résolues avec du machine learning. Une fois que tu as fait ça, tu as un vrai travail d'analyser l'impact. Donc, tu ne vas pas tout lancer. On est sur des cycles de développement par rapport à du développement back-end ou front-end classique qui sont beaucoup plus longs, où tu as beaucoup plus d'incertitudes. Et du coup, tu as un vrai travail d'être sûr que tu vas lancer quelque chose qui va ramener vraiment un incrément business
en termes de revenus, en termes de réduction de coûts, de conversion rate, etc. Donc vraiment d'aller sur les projets importants. Et ensuite, tu vas travailler avec une équipe qui est pluridisciplinaire sur laquelle je reviendrai ensuite pour développer cette feature. Donc toi, tu vas cadrer le projet et ensuite suivre les étapes de développement et enfin mesurer les résultats à la fin. Pendant toutes ces étapes, tu as un rôle qui est hyper important, qui est un rôle de communication pour 2 choses différentes. Le premier point, c'est que ton objectif, c'est un peu de démocratiser et de vulgariser ce que tu fais. C'est-à-dire qu'en tant que product manager data science, tu vas pas parler à tes sponsors business et à tes interlocuteurs business en leur parlant tes familles d'algorithmes, je sais pas, de tes features, de la target de ton modèle, de tes métriques data science. Tu vas vraiment essayer d'avoir un langage qui est business pour te faire comprendre et du coup montrer ce que fait ton équipe à toutes les étapes de ce développement. Donc vraiment expliquer tes projets simplement et générer la confiance de tes interlocuteurs business pour qu'ils acceptent le fait que ton dev va durer plus longtemps et que potentiellement, tu as plus d'incertitudes que dans un projet normal. C'est-à-dire que potentiellement, tu vas développer quelque chose pendant 2 mois et te rendre compte que du machine learning ne permet pas d'arriver à tes résultats. Donc, tu as un vrai enjeu de les embarquer, de leur faire comprendre cette incertitude et qu'ils te suivent et qu'ils soient persuadés de l'impact de ce que tu vas faire. Oui, contrairement à des projets tech, on va dire plus traditionnels, où parfois, une fois que tu as la maquette qui est dessinée, si tu as un tech lead qui a de l'expérience, il peut presque Ouais, mettre sa main à couper, qui vont réussir à le mmh, développer, donc c'est un peu différent. Mais exactement. OK, super intéressant. Tu peux nous expliquer quel est le contexte data science chez Back Market? Depuis combien de temps vous en faites? Combien de projets grosso modo vous avez? Comment ça s'est passé depuis le début? Alors, moi, je suis arrivée il y a un peu plus de 2 ans. Heu, Back Market faisait déjà de la data science. Quand je suis arrivée, tout était concentré. Je suis arrivée sur une application business. Donc, c'était vraiment le rôle de mon équipe qui s'appelle l'algorithme de la buy box, sur lequel je vais revenir après. Donc, ils avaient démarré avec un projet sur lequel ils travaillaient depuis, je pense, 4 ans ou tu vois, un peu plus les débuts de Back Market. Et ensuite, donc, quand je suis arrivée, on a continué à travailler sur ce cas d'usage-là. Et petit à petit, on a atteint un moment où ce use case était assez mature, c'est-à-dire qu'on avait eu assez d'impact business pour réaliser qu'en fait, tous les petits changements qu'on allait faire là-dessus allaient t'apporter moins que venir aider le reste de l'entreprise à travailler sur d'autres choses et à générer plus de revenus ou plus d'impact par ailleurs. Et on a commencé il y a environ 1 an et demi, 2 ans à venir s'ouvrir à d'autres use cases. Aujourd'hui, on a 4 algorithmes en production, c'est-à-dire qu'on a développé 4 applications business, produits, qui se basent sur, du machine learning. Ce moment où on est passé de l'unique algo qu'on avait, qui était la buy box, qui est un peu le cœur de Back Market, à d'autres projets, c'est également le moment où on a recruté des bons profils. Donc on a eu 2 personnes qui nous ont rejoints en plus en data science et 2 ML engineers en plus. Et ça nous a permis, de gagner en seniorité, d'avoir plus de bandes passantes et de pouvoir travailler un petit peu sur le reste. Au final, j'ai l'impression que vous avez été très mature au début de vous concentrer sur un seul projet jusqu'à atteindre ce moment où vous dites: «OK, maintenant, limite, c'est déjà contre-productif voilà, bloquer toute l'équipe sur ce projet pour aller chercher des 0,1, 0,0 je sais pas quoi de performance, qui finalement, d'un point de vue business, voilà, n'ont pas énormément de valeur». Mmh. Parce que j'ai l'impression que ce qu'on voit souvent sur le marché, tu vois, j'en parlais encore avec une leader data qui vient de rejoindre une belle scale-up française. On va peut-être faire un épisode bientôt, mais je sais pas si elle voudrait que j'en parle, mais qui vient de rejoindre une belle scale-up française en tant que VP data. Et elle me disait justement que elle, un des premiers trucs qu'elle a fait, après réflexion, hein, Ouais. c'était de killer un certain nombre de projets data science, parce que en fait, t'avais une équipe qui bossait sur le marketing, une équipe qui bossait sur les sales, une équipe qui bossait sur quelque chose de très core product. Et au final, elle a tout killé. Elle a dit, en fait, tout le monde maintenant va bosser sur la partie core product. Et voilà, tu vois, elle était plutôt dans cette démarche-là. Et on entend Ouais. souvent beaucoup de boîtes qui ont tendance au début à un peu s'éparpiller. Mmh. Je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Ouais, complètement, je suis complètement d'accord là-dessus. Je vais te faire un peu le parallèle entre les 2 boîtes où j'ai été, PM Data Science. La première, c'était Captain, où il y avait une équipe qui était géniale, la boîte était géniale, mais où il y avait pas de product management data science et ils ont démarré directement en étant, une équipe qui allait toucher à tous les use cases et en fait, quand je suis arrivée, tu sentais que c'était pas une équipe produit puisque tu avais des choix un peu de projets qui avaient été faits qui m'ont semblé un peu absurdes en arrivant, mais c'est normal. Tu vois, pour te citer un exemple, quand je suis arrivée, l'équipe travaillait sur un algo de reconnaissance d'image. En gros, sur, Captain, tu avais des chauffeurs qui s'inscrivaient
qui prenaient des photos un peu en mode screenshot, tu vois, habillés en survêt ou en t-shirt, etc. Et du coup, ce qui était fait avant, c'est qu'on avait une entreprise externe qui venait détourer le t-shirt ou le sweat et qui venait transformer ça par un joli costume, un tailleur qui permettait de mettre la photo du chauffeur sur l'application. Ça, c'était fait, ça coûtait 10 000 € par an quand c'était fait par une boîte externe et c'était très bien. Et en fait, l'équipe Data Science s'est mis à faire un algo de reconnaissance d'image pour venir détourer automatiquement le t-shirt et remplacer ça par un tailleur. Donc, j'avais 3 data scientists qui étaient là avant que j'arrive full-time là-dessus, sachant que tu as un impact qui est de maximum 10 000 € par an, que c'est des algos qui sont hyper compliqués de reconnaissance d'image. C'est plus le cas aujourd'hui avec tout ce qui est Gen AI, mais à l'époque, c'était hyper compliqué. Et clairement, c'était pas le bon projet à choisir. Donc, en fait, là, tu avais un peu le problème de par quoi on commence, qu'est-ce qu'on va démarrer au début et tout. Et en fait, quand je suis arrivée, je dis, bon, première chose à faire, en effet, on va killer des use cases et on va se concentrer sur ce qui rapporte de la valeur. Back Market, c'était un peu le contraire. Je suis arrivée dans une équipe où, en fait, je pense qu'à la base, ils ne se sont pas dit que c'était une équipe forcément l'équipe Data Science. C'était une équipe produit qui travaillait sur cet algorithme sur lequel que je vais t'expliquer après, qui était le cœur du business, donc qui était hyper important pour une marketplace comme ça, en se disant, voilà, c'est l'équipe qui travaille sur cette feature, mais en fait, que ce soit des data scientists ou d'autres profils dedans, c'était peut-être moins important. Donc, ils se sont vraiment créés en termes de produits et pas en termes d'équipe data. Et ensuite, il s'est avéré qu'il y avait ces profils à l'intérieur et qu'au moment où notre produit a atteint une certaine maturité, on s'est dit, vas-y, on va regarder ce qu'on peut faire d'autre avec nos compétences qui sont des compétences machine learning et data science. Super intéressant. Je pense qu'on a assez teasé sur le projet dont on va parler. Tu peux justement en dire un peu plus? Je vais te parler de ce premier projet déjà, donc qui est le projet de ce qu'on appelle chez nous la Back Box et qui s'appelle plus sur le marché la Buy Box. En gros, Back Market, pour t'expliquer, donc c'est une plateforme sur laquelle tu as des marchands et des clients. Et toi, quand tu vas vouloir acheter un iPhone 12 128 Go noir en France, par exemple, tu vas avoir une seule offre, c'est-à-dire que tu vas avoir un seul produit. Mais derrière ça, on a potentiellement 60 vendeurs qui vont essayer de te vendre ce produit. Et nous, on ne va pas te montrer les 60 offres. On va avoir un algorithme qui permet de sélectionner en temps réel quel est le marchand qui aura le droit de vendre ce produit. Et ce gagnant peut changer en temps réel, c'est-à-dire que tu peux arriver 10 minutes plus tard et ce sera un autre marchand qui te vendra le produit, ce sera donc un autre prix parce que l'algorithme a sélectionné un autre marchand. Donc, c'est un peu un système d'enchères. Et pour t'expliquer comment on fait ça, en gros, nous, on va avoir un algorithme qui permet de sélectionner le marchand en fonction du prix qu'il propose. Donc, si jamais il propose un prix qui est peu cher, il va gagner du poids dans cet algo, dans la possibilité de gagner, mais également en fonction de sa qualité. Et du coup, pour la qualité, ce qu'on va faire, on va regarder les données historiques de ces marchands sur Back Market en se basant sur plein de critères. Donc, par exemple, les temps de livraison qu'ils ont eu, le nombre de commandes qui étaient en retard, le nombre de produits qu'ils ont livrés qui étaient défectueux techniquement, le nombre de produits sur lesquels on a eu des retours clients à cause de problèmes esthétiques puisqu'on est sur de la seconde main. Donc, on a plein de critères de qualité dans cet algorithme et on va ranker, on va classer les marchands et leur permettre de gagner en fonction de cette qualité, de leur qualité et du prix. Et comment vous déterminez que ce use case, c'est le use case core business sur lequel il faut mettre toutes les ressources data science, en tout cas les premières ressources data science pendant quelques années, comme tu nous le dis? En fait, c'est vraiment le cœur de tu travailles sur une marketplace, donc tu relis de l'offre et de la demande. Cet algorithme, c'est vraiment l'algorithme qui va servir d'une part à sélectionner la bonne offre. Donc, tu es sur du produit reconditionné sur lequel potentiellement tu peux avoir plus de problèmes de qualité. Donc, tu sais que c'est ton gros challenge pour l'entreprise de venir améliorer cette qualité. Donc, d'une part, ça te permet de contrôler ton offre et de choisir le meilleur marchand. Et d'autre part, ça te permet également de générer la satisfaction client. La satisfaction du client quand il achète un téléphone en ligne, ça va être d'être sûr qu'il reçoit un téléphone qui fonctionne, qui n'est pas défectueux, qui a un bon état esthétique, qui est livré en temps et en heure, etc. Tu voulais ajouter quelque chose sinon sur ce premier use case? Ouais, du coup, je t'ai expliqué qu'il y avait du prix et de la qualité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un système de balance, c'est-à-dire que si un marchand est très mauvais en qualité, il va pouvoir gagner le fait de vendre sur Back Market que s'il propose un prix très bas. C'est-à-dire qu'on ne veut pas proposer de la mauvaise qualité à un prix élevé. En revanche, si un marchand est très bon en qualité, il va pouvoir proposer un prix plus élevé. Donc en fait, c'est une espèce d'incentive aussi cet algorithme pour les marchands parce qu'ils savent que s'ils améliorent leur qualité, ils vont pouvoir gagner le fait de vendre sur Back Market en proposant des prix plus chers
et du coup augmenter leur marge. C'est vraiment un truc qui pousse le marchand à tout le temps s'améliorer pour gagner plus d'argent. Et ensuite, tu mets un poids différent sur la qualité versus le prix en fonction des pays. C'est-à-dire que sur un marché comme la France où Back Market est super connu, on commence à donner beaucoup de poids à la qualité, qu'on va encourager et faire plus gagner des marchands qui ont une bonne qualité. Tandis que sur des marchés sur lesquels on arrive, où Back Market n'est pas du tout connu, là, tu vas essayer d'être plus compétitif, donc tu démarres un petit peu plus par le prix et ensuite, tu vas petit à petit faire augmenter le poids de la qualité. Et tout à l'heure, tu nous disais que justement, après avoir passé quelques années à développer ce use case qui est vraiment core product, vous commencez à investir sur des nouvelles fonctionnalités. Tu peux peut-être en parler d'une pour illustrer. Je vais te parler de la seconde sur laquelle on est parti. Et avant ça, je vais te donner un petit peu de contexte. Business. Donc, en fait, comme je t'ai dit, on travaille avec beaucoup de marchands. Ces marchands-là, ils peuvent churner. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ils peuvent faire faillite, ils peuvent décider de plus vendre sur Back Market, etc. En revanche, ils vont avoir plein de produits qu'ils ont vendus pendant l'année précédente qui sont toujours sous garantie. Donc, imagine un marchand part de Back Market. Toi, tu as un problème sur ton produit, tu as 12 mois de garantie. Donc 6 mois plus tard, tu demandes un retour. Comment tu fais pour récupérer l'argent au marchand pour pouvoir rembourser le client? Ça, c'est un truc que tu ne peux pas faire à partir du moment où le marchand a churné. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on garde un deposit, c'est-à-dire qu'on va garder une somme d'argent au marchand qui va être calculée assez précisément et qu'on va garder pendant jusqu'à 1 an après le moment où il quitte la plateforme pour potentiellement rembourser des clients s'il y a des retours clients. Parce que en fait, si tu ne fais pas ça, ça veut dire que c'est Back Market qui paye pour le marchand et dans ce cas-là, ça génère de la dette qui peut se compter en millions d'euros. Donc en fait, ce qui se passait, c'est qu'on essaye de calculer quel est le montant du deposit qu'on doit garder au marchand. Donc ça, avant, c'était une estimation de ce montant du deposit qui était faite par l'équipe BI et qui était très conservatrice, c'est-à-dire qu'on se couvrait énormément pour ne pas générer de dette, quitte à générer beaucoup d'insatisfaction marchand. Et c'était le deuxième ou le troisième motif principal d'insatisfaction de nos marchands. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un modèle de machine learning qui permet de prédire le montant des futurs remboursements demandés par les clients sur les orders, sur les commandes qui sont toujours sous garantie du marchand, en fonction de toutes les stats passées du marchand, mais en prenant en compte également l'âge de cette commande. Ta probabilité de demande de remboursement, elle n'est pas la même si tu es 3 jours après l'order, après la commande, versus 11 mois plus tard. Donc là, tu as un modèle qui va tourner tous les jours en temps réel et qui va reprédire le montant potentiel des futurs refunds pour qu'on garde le bon montant d'argent au marchand. Et avec ça, en termes d'impact, donc auparavant, on retenait une certaine somme d'argent à nos marchands. On a réussi à baisser ce montant de 40%, donc on l'a quasiment divisé par 2, tout en gardant le même niveau de risque pour Back Market, c'est-à-dire sans augmenter la dette. Comment vous êtes organisé globalement au sein de l'équipe Data Science justement pour travailler sur ces projets? Alors du coup, moi, je suis product manager et je vais être en binôme sur l'équipe avec un engineering manager qui va être le manager de l'équipe de développeurs qui travaille avec nous. Et dans l'équipe, tu vas retrouver 3 data scientists qui vont travailler sur la modélisation. Donc tout ce qui va être récupérer la donnée, explorer la donnée et créer les modèles, donc c'est-à-dire vraiment faire la partie mathématique. Et ensuite, on a 3 machine learning engineers qui sont des profils qui mettent ces algos en production. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait les maths, il faut qu'en temps réel, tu puisses servir les prédictions et les utiliser sur Back Market. Et du coup, tu as ces profils-là qui travaillent avec les data scientists pour mettre en production. Et enfin, tu vas avoir 2 back-end engineers qui sont ceux qui font en sorte d'intégrer ces modèles dans la stack technique back-end de Back Market. Ok. Donc voilà, donc on est une dizaine. Et ensuite, on prévoit des recrutements a priori 2 data scientists et un ML engineer en 2024. Donc à partir de ce moment-là, on devra penser potentiellement à se réorganiser parce que ça commence à faire des grosses équipes. Donc il faudra réfléchir un petit peu à la meilleure stratégie. Aujourd'hui, on a une équipe data science centralisée, c'est-à-dire qu'on travaille pour tout le monde, pour le marketing, la supply, la logistique, etc. Tu vas avoir des organisations où tu vas avoir des data scientists qui sont décentralisés, c'est-à-dire dans chaque équipe, tu peux en avoir qui sont dans l'équipe customer, dans l'équipe prod, etc. Nous, on a fait le choix de ne pas faire ça pour permettre aux data scientists et ML engineers de travailler ensemble, de continuer à progresser, d'interagir, ce qui peut être plus facile que se retrouver dans une équipe de back-end ou front-end. Ah. Mais c'est des modèles
qui ont chacun leurs avantages et inconvénients et qui peuvent changer. Et là, si on prend l'exemple des 2 cas d'usage dont tu as parlé, donc le premier, vous avez une solution où finalement vous êtes en capacité pour, une recherche donnée en temps réel, de dire quel est le marchand, Mmh. qui doit gagner entre guillemets, «l'enchère» et qui va avoir son produit qui est présenté. Ouais, Donc là, je suppose que c'est un service, une API que vous mettez à disposition auprès de l'équipe produit. exactement. Et sur le deuxième cas, là, c'est finalement un peu la même chose parce que peut-être que le paiement des marchands, il se passe aussi via le produit, donc c'est aussi l'équipe produit qui s'en occupe? Ouais, en fait, à chaque fois, tu vas avoir d'autres équipes produits. Mmh. Par exemple, la back box, donc le fait de sélectionner quel est le marchand, mais également quel est le prix, ça va être consommé par plein d'équipes différentes. Par l'équipe produit, qui s'occupe de la page produit, qui va utiliser ton prix et qui va afficher le nom du marchand. Donc ça, on met une API à disposition. Donc le fait de construire l'API, justement, qui donne le résultat du modèle de machine learning, donc vraiment la construction de l'API, c'est ce sur quoi travaillent nos back-end développeurs. Donc c'est pour ça que tu as des back-end dans une équipe de data science. Ensuite, pour le deuxième modèle dont je t'ai parlé sur le montant du dépôt des marchands, c'est la même chose. Cette fois-ci, on va travailler avec d'autres équipes produits qui vont être plutôt orientées finance et paiement des marchands. Et là, exactement pareil, on leur met à disposition une API. Enfin, soit tu leur mets à disposition une API, là, il s'avère que c'est pas forcément le cas. Heu, Tu leur mets à disposition une table Les BigQuery. résultats Voilà, directement dans une exactement. table, OK. Une table que tu vas, fournir par batch, tous les jours et au Là, il y fait, a moins de temps réel, en fait. tu as moins de temps réel. Donc là, tu as pas la nécessité forcément d'avoir une API, mais tu vas avoir un système par batch où tu vas remplir une table Mmh. BigQuery et eux, ils vont utiliser ces résultats pour, payer les marchands ensuite. Et c'est intéressant parce que tu vois, c'est vrai que sur un sujet marketplace, tu aurais pu croire, quand tu es en tout cas un peu néophyte comme moi, que tu Mmh. connais pas forcément très bien ce milieu-là, que les premiers cas d'usage sur lesquels il fallait se concentrer, c'était peut-être la reco produit sur justement pour les utilisateurs, pour les clients, tu vois, qui un Ouais. peu plus orientés sur l'expérience d'achat. Chez Back Market, on pourrait en faire maintenant. On se pose la question là de partir, sur de la reco et cetera. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas un catalogue qui est énorme non plus. Donc on va avoir un catalogue de, 600 000 produits versus des boîtes genre Amazon où tu vas en avoir plus de 30 millions. Et du coup, en fait, il faut que ta reco, elle soit pertinente. Si tout le monde achète un iPhone 13 ou achète un iPhone 12 à la fin, c'est peut-être pas le use case le plus important, donc tu rentres pas par là. En revanche, maintenant, en effet, on commence à s'y intéresser et voir si on peut faire de la recommandation. Vu que je t'ai dit que le prix changeait en temps réel, tu peux, pousser le bon produit au bon moment à l'utilisateur en fonction de son prix, en fonction de sa qualité et cetera. Donc on commence à y aller, mais tu démarres pas par là, en effet. Ouais, parce que c'est vrai que ça, c'est le truc, tu as l'impression que dès que quelqu'un fait du e-commerce, tout le monde se rue sur: «Ouais, il faut qu'on fasse des algos type Amazon» et cetera. En fait, ça, il faut vraiment faire un pas en arrière, se demander est-ce que dans notre contexte, vraiment, on Mmh. va aller chercher grâce à un algo de ce type, un incrément de valeur qui Exactement. vaut l'effort qui va être mis? Parce qu'en plus, on a tendance parfois à sous-évaluer, mais après, c'est genre plusieurs années de développement. Ouais, Ensuite, il faut le de maintenir. maintenance. Genre, Mmh. c'est des profils qui coûtent cher et une fois que tu l'as mis en place, tu as un coup un peu d'en sortir et de recommencer à zéro sur notre use case, donc C'est ça. super intéressant. Je serais curieux peut-être que tu nous parles d'un ou 2 outils que vous utilisez côté, data science. Oui. Alors, je vais t'en parler d'un qu'utilise l'équipe, mais sur lequel je peux interagir et d'un que j'utilise moi. Pour l'équipe, un des outils sur lequel moi je peux avoir un rôle, ça va être MLflow, qui est un outil d'expérimentation. Donc, concrètement, un data scientist, quand il va travailler sur la phase de modélisation, c'est-à-dire trouver le bon algorithme et les bons paramètres à cet algorithme pour répondre à ton problème. Il va tester plein de modèles, il va tester plein de features, il va tester plein de paramètres. Et en fait, il y a un enjeu de venir traquer tes expérimentations pour voir à chaque fois quels étaient les paramètres que tu avais utilisés et quels étaient les résultats. Et donc là, le data scientist, il va utiliser cet outil pour traquer, c'est-à-dire enregistrer chaque expérimentation et sélectionner celle qui répond le mieux à ton problème business et celle sur laquelle il a des meilleurs résultats en termes de prédiction, et cetera. Donc pendant toute cette phase d'expérimentation, il travaille avec MLflow et ensuite, une fois que l'algorithme est en production, il va retravailler avec MLflow dès que tu vas réentraîner le modèle. Sur la Backbox, par exemple, tous les mois ou 2 mois, on réentraîne le modèle avec des données plus récentes pour avoir les données de qualité les plus récentes du marchand, et cetera. Et du coup, là, il va réentraîner le modèle, mais on veut être sûr que ça a pas foiré quelque part. C'est-à-dire que d'un coup, il y a pas, je sais pas, il y a eu un problème dans l'entraînement du modèle qui fait que ça change complètement tes prix. D'un coup, tu prends plus 300 € par modèle parce qu'il y a un truc qui débloque dans ton algorithme, et cetera. Donc quand tu réentraînes, tu sauvegardes dans ton outil de tracking d'expérimentation qui est MLflow ta nouvelle version du modèle.
Et là, le data scientist vient me voir, me dit: «Bah, va regarder les résultats du nouveau modèle. Est-ce que c'est OK pour toi d'un point de vue produit et d'un point de vue business?» Si moi, toutes mes métriques me semblent OK, je lui dis: «OK, c'est bon, tu peux lancer en production» et là, on déploie le nouveau modèle. Donc ça, c'est un outil sur lequel on interagit en tant que PM et en tant que, data scientist. Un autre peut-être après plus orienté produit, bah, classique, BigQuery ou Snowflake pour, faire du SQL et ensuite Tableau, tu vas faire pas mal de data visualisation pour, montrer à tes, interlocuteurs business les résultats de ce que tu fais. Quel a été, le ou les plus gros challenges que tu as rencontrés, toi, en tant que product, manager, data science ou vous en tant qu'équipe? Alors, en tant qu'équipe, ça a été le recrutement. Tu as beaucoup de profils de data scientist et de ML engineer sur le marché, mais tu en as peu qui sont, les bons profils dont tu vas avoir besoin, qui sont pas trop orientés recherche et qui sont là pour, avoir de l'impact, qui sont en même temps qui ont le bon niveau technique et cetera et on a pu avoir des phases de recrutement qui étaient très longues, où on préférait ne pas recruter plutôt que recruter, la mauvaise personne potentiellement. Donc par moment, bah, tu aimerais faire beaucoup plus de choses, mais en fait, tu sais que tu as pas encore trouvé la bonne personne pour te rejoindre. Tu as une illustration, par exemple, de quelque chose, dont tu te souviens effectivement, qui était un peu, Bah, éliminatoire? oui, bah, alors tu vas avoir, tous les data scientists qui vont te mettre plein de mots de data science sur leur CV et en fait, dès que tu passes en test technique, ils vont pas avoir les compétences techniques pour le faire ou pas suffisamment par rapport à ce qu'on attend. Un deuxième cas, ça va être quelqu'un qui peut être très bon techniquement, mais t'es quand même enfin, la data est très proche du business, donc tu as besoin de quelqu'un qui sait structurer ses pensées, qui sait expliquer ce qu'il fait et qui sait communiquer et donc tu peux avoir des mauvais communicants et ça, pareil, ça va être très compliqué de travailler ensemble, de travailler avec le business. Donc en fait, c'est quand même une casquette où tu as besoin de quelqu'un, qui a une sensibilité produit et qui est bon en data science que tu vas rechercher. Excuse-moi, je t'ai coupé, du coup, tu Oui, allais partir sur ton deuxième challenge. pour le product manager data science, tu as le challenge, mais qui est le challenge de toujours, c'est vraiment de vulgariser et de, rendre simple ce que tu fais pour un auditoire qui n'est pas du tout, technique et qui est vraiment business. Donc en fait, d'être une personne business plus qu'une personne technique, ça, c'est un truc, bah, moi j'adore ça, mais en même temps, ça m'arrive de me planter encore. Il y a des moments où tu es sur des présentations COMEX et quand après 20 minutes, tu vois que tu as eu aucune question et que tout le monde te dit: «Ah OK, super», c'est qu'il y a un souci. Si tu as pas eu de question, c'est qu'ils ont rien compris et c'est que s'ils ont rien compris, c'est que toi, tu l'as mal expliqué et que tu es parti trop dans le technique et cetera et donc en fait, malgré le fait que c'est la base du métier, il y a des moments où tu sur des choses tellement micro ou tellement pointues que tu peux encore te planter là-dedans et c'est ton challenge de tout le temps. Quelles sont les prochaines étapes, justement sur ce chantier un peu, data science chez Back Market? Aujourd'hui, on a abordé pas mal de use cases, donc on commence à avoir une très bonne maturité et on est à l'époque où tu as toutes les génératives AI qui viennent d'exploser, depuis maintenant un an. Ouais. Et en fait, il y a un vrai challenge. Donc nous, notre vision, un peu IA, ça va être de scaler la data science chez Back Market. C'est-à-dire qu'on a 2 axes. On va avoir ce qu'on appelle des core products, AI, qui sont tous les algos qu'on va développer en interne, comme ceux dont je t'ai parlé, sur lequel on va créer nos propres algorithmes internes. Et tu vas avoir d'autre part tout ce qui vient d'arriver, qui est toute la partie de Gen AI. Nous, la façon dont on veut scaler, c'est en se disant qu'on va se concentrer un peu sur le core business ou sur les choses qui vont avoir un vrai, de la valeur ou nous différencier de nos compétiteurs. Et par ailleurs, venir explorer et lancer des use cases en production de Generative AI, où là, ce qu'on veut, c'est rendre toutes les autres équipes autonomes. Donc, ne plus avoir le rôle d'équipe centrale comme on l'est sur les core products, mais permettre à toutes les équipes qui sont composées de back-end et parfois de front-end, de, venir lancer leur propre use case d'IA, donc de machine learning en production. Donc là, en fait, on va scaler en leur donnant toutes les ressources, pour, leur permettre de lancer leur use case. Donc ça passe par beaucoup de training. Donc, moi, je vais avoir des sessions de formation des product managers non data science à des problématiques de machine learning pour qu'ils comprennent et qu'ils soient capables de lancer leur propre use case de Gen AI sans que j'ai à intervenir, donc qu'ils le fassent eux-mêmes. Ensuite, tu vas avoir des formations, des hackathons, des back-end développeurs pour qu'ils soient sensibilisés à la data et pour qu'ils puissent faire ça. Et nous, en fait, on gardera quand même un rôle central de support où on va venir les aider, on va, venir se former à ces technologies de Gen AI, mais faire en sorte de les rendre de plus en plus indépendants pour pouvoir, lancer, leur use case de data science eux-mêmes. Écoute, Anne-Sophie, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller sur les, blog tech, des boîtes pour avoir justement des trucs super orientés application business et du coup, des boîtes que j'ai beaucoup aimées là-dessus. Si vous allez sur le blog tech de Uber,
Sur la partie machine learning, il y a des choses trop intéressantes, justement, qui utilisent beaucoup de données géographiques avec des applications business super concrètes. Donc, je dirais le blog d'Ubertech, Blablacar, leur Medium est génial aussi. Et tu as plein d'articles sur du machine learning et de la data science sur des choses qu'ils ont poussées en production. Et le blog de Meta également, ils ont une partie blog tech Meta sur lequel tu as des applications business, notamment beaucoup sur de la recommandation Instagram, etc., où tu vas voir un petit peu comment ils font tout ça et ça te permet de comprendre un peu en fait comment ils construisent leurs algorithmes pour à disposition de l'utilisateur final. Qu'est-ce que tu aimes dans la data? C'est avoir de l'impact. Créer des produits ou basés sur du ML où tu peux mesurer des chiffres business à la fin et dire: «Bon, bah, voilà, je t'ai amélioré ta qualité, tu as 2 fois moins de commandes qui sont défectueuses sur Back Market grâce à notre algorithme». Ou bah, voilà, on a permis de réduire les coûts de 10 millions d'euros sur quelque chose qui était inutile ou des choses comme ça. Donc vraiment avoir un impact business et pouvoir manipuler ces chiffres, je pense que c'est ce qui me plaît le plus. Et nouvelle question, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la data? 2 choses, les boîtes qui ont des data models hyper bordéliques. Nous, on a énormément progressé là-dessus, chez Back Market. On a un data model de plus en plus propre. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée, à l'époque, et c'est plus du tout le cas aujourd'hui, pour aller trouver ta data, tu avais des centaines de tables qui étaient générées par plein d'équipes différentes. Tu devais faire des requêtes SQL avec des joins partout. C'était très complexe à utiliser la data chez Back Market. Ça l'est plus du tout aujourd'hui, mais je pense que tu pourras interroger Capucine, qui est Ah, lead product manager sur la partie, justement, data product et modèle. C'est vraiment les data modèles pas propres qui te permettent pas d'aller trouver les bons sujets parce que tu comprends rien et tu arrives pas à la manipuler. qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? Je pense de prendre des risques, donc c'est plutôt orienté soft skills. C'est vraiment, bah, voilà, tu as peur de parler en public, tu t'en fous, tu te mets des réunions toutes les semaines où tu dois présenter à une audience C-level ce que tu fais, ou tu veux prendre une mission en freelance en data, il y a une partie de la job description que tu maîtrises pas. C'est pas grave, tu y vas quand même et tu vas taffer et en fait, tu l'apprendras et tu y arriveras très bien. Donc c'est vraiment toujours sortir de sa zone de confiance, jamais te dire: «Ah ben je suis pas bon là-dessus, je suis pas bon en communication, je suis pas bon en technique» et cetera, mais te forcer à le faire. Je pense que c'est vraiment comme ça que j'ai progressé. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Un conseil hard skill, c'est d'apprendre le SQL. Je pense que ça Ouais. peut paraître bête, mais je pense que c'est toujours un plus de vraiment être autonome sur mon travail, être autonome sur mes données, pour pouvoir tout faire toute seule sans dépendre de personne dans mon taf. Bah écoute, Anso, je te propose qu'on termine là-dessus. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous partager un peu la vision data science chez Back Market, c'était passionnant. Mais merci à toi, c'était un plaisir d'être là. Et puis je te dis à bientôt. Oui, à bientôt. Bonne journée.